Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. En cette fin d'année, quelques jours avant 2020, nous vous convions à découvrir l'une des écoles du bouddhisme Theravada, la tradition de la forêt. Développée au fil des siècles dans la végétation très dense de la Thaïlande, cette tradition s'est implantée en Occident depuis une cinquantaine d'années. Sa particularité, pour le pratiquant, est d'être au plus proche du mode de vie enseigné par le Bouddha il y a 2500 ans. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun ouvrage en français décrivant cette école pourtant bien répandue à travers le monde. Ce manque est désormais comblé puisque vient de sortir le premier livre consacré à la tradition de la forêt. Jeanne Chut en est l'auteur et nous avons la très grande joie de la recevoir sur ce plateau durant 2 dimanches. Aujourd'hui, nous évoquerons l'histoire et les principales caractéristiques de cette école. Et la semaine prochaine, nous nous arrêterons plus précisément sur certains des grands maîtres, hommes comme femmes, qui ont contribué au renouveau de cette tradition millénaire. Jeanne Chut, bonjour. Bonjour. Alors, c'est en Thaïlande que vous avez découvert le bouddhisme de la tradition de la forêt, que vous avez suivi toujours, et que vous contribuez à faire connaître depuis. Vous avez été l'interprète et la traductrice de grands maîtres de cette tradition, des grands maîtres anglophones. Oui. Et puis vous avez écrit donc récemment le livre La tradition de la forêt chez Sully Éditions, un grand travail de synthèse sur l'histoire, les grands maîtres et puis les principales caractéristiques de cette école. Merci d'avoir eu cette idée, cette énergie pour nous faire connaître cette tradition. Un grand plaisir de pouvoir lier à la fois l'histoire et les enseignements de ces grands maîtres. Oui. Alors, on va justement s'intéresser aujourd'hui à l'histoire un petit peu de cette école. Comment cette tradition est-elle apparue ? Alors, ce qui est très beau, c'est qu'elle est apparue carrément avec le Bouddha. Le Bouddha s'est éveillé au pied d'un arbre, au cœur d'une forêt. Et il a ensuite conseillé à ses moines, à tous ses disciples, de continuer à travailler, à méditer dans la forêt. Des fois même au pied d'un arbre, mais toujours au contact de la nature. Et il avait un moine en particulier, un de ses disciples, un des plus grands disciples, qui s'appelait Mahakassapa, qui lui a souhaité vivre dans la forêt tout le temps. Au bout un certain nombre d'années, les disciples du Bouddha lui ont offert, les disciples laïcs, lui ont offert des monastères où ces moines pouvaient vivre. Mais celui-ci a souhaité, même à l'âge de 80 ans, continuer à vivre dans la forêt. Alors un jour, le Bouddha lui a dit « Mais pourquoi ? Tu pourrais bénéficier, maintenant que tu es âgé, d'un peu de confort dans les monastères. » Non, non, non. D'une part, j'aime vivre dans la forêt et d'autre part, j'espère qu'un jour, ce mode de vie inspirera les autres générations. Et c'est exactement ce qui s'est passé puisque, au fil des siècles, on retrouve de temps en temps des résurgences de ce mouvement au sein du Theravada, du bouddhisme Theravada, sa résurgence de cette tradition de la forêt. Quelles sont ses principales caractéristiques ? Alors, la vie dans la forêt, bien entendu, mais également 2 autres axes très importants qui se sont avérés être difficiles à implanter en Thaïlande, c'est le respect du Vinaya, c'est-à-dire toutes les règles de vie que le Bouddha a édictées au fil des années où il était entouré de disciples. Il s'est aperçu que la vie communautaire n'était pas toujours facile. Donc, il y a eu beaucoup de règles qui se sont développées, qui permettent une certaine harmonie dans le sangha, dans cette communauté monastique, mais également qui imposent en fait des règles un mode de vie vertueux, puisqu'il y a des règles d'éthique, de respect les uns des autres, etc. Donc ça, c'est la partie Vinaya. Et puis la partie méditation. Donc la forêt, ça ne sert pas à rien, ça sert à se retrouver dans le silence et méditer. Alors c'est une histoire qui a connu des hauts et des bas au fil des siècles, finalement. Elle a disparu à travers les siècles, on en retrouve très peu de traces. On retrouve une trace très claire au XIIIe siècle, où on voit qu'elle s'est implantée en Birmanie et au Sri Lanka. En Thaïlande, ce sera beaucoup plus tard, à la fin du XIXe siècle. Ah, puis alors il y a 2 personnes qui ont finalement ressuscité, si on peut dire, cette tradition. Oui, alors c'était très intéressant. En parallèle, pratiquement à la même période, il y a eu 2 personnages très importants. Le premier, c'est le prince Mongkut, qui est devenu plus tard le roi Rama IV. Et lui a été moine pendant 20 ans. Et pendant ces 20 ans, il a bien sûr voyagé à travers différentes régions de Thaïlande et il a découvert que le régionalisme, c'est-à-dire les cultures locales, avaient empiété sur l'enseignement du Bouddha originel, en particulier en ce qui concernait la vie dans les monastères, donc les règles du Vinaya. Il a été extrêmement choqué et puis aidé par un moine de Birmanie, il a fait venir aussi des textes de Sri Lanka et là ils se sont retrouvés avec vraiment la base du Vinaya exposée par le Bouddha et ils l'ont imposé dans tous les centres, dans tous les monastères, petit à petit au fil des années. Et le deuxième personnage ? Alors, le deuxième personnage, c'était pratiquement la même période. Un jeune moine, tout simple, dans son village. Il se fait ordonner, il va dans le monastère. Et là,
Il se dit, mais enfin, on m'enseigne les enseignements du Bouddha, on m'enseigne des choses qui ont été écrites, que je suis censée pratiquer, mais ce n'est pas du tout ce que je vois dans mon environnement. Le monastère qui m'accueille là ne pratique pas du tout le Vinaya. Donc, il était mal à l'aise et il a entendu parler d'un monastère dans sa région qui venait justement, où on venait d'appliquer les nouvelles règles imposées par le futur roi. Donc, il est allé dans ce monastère. Et il a été ravi de retrouver justement les bases de la vie communautaire dans le monastère. Mais il a découvert qu'il manquait 2 éléments cruciaux, comme on l'a dit tout à l'heure, la méditation et la vie dans la forêt. Et là, il se trouve que ce roi, lui, il trouvait que la méditation, c'était beaucoup trop mystique, et puis que la vie dans la forêt, c'était du vagabondage. Donc en fait, ces 2 tendances vont s'opposer pendant pas mal d'années, jusque dans les années 1950-60, où les grands maîtres de la forêt vont apporter leur enseignement et convaincre tout le monde du bien fondé de leur pratique. Alors on va s'intéresser un petit peu aux caractéristiques de la tradition. Déjà la forêt, pourquoi la forêt? Alors la forêt, c'est la nature à l'état pur. Et le Bouddha a dit que ce qu'il enseignait, c'était en fait la vérité de la nature. On dit le Dhamma, qui veut dire l'enseignement du Bouddha, mais l'enseignement basé sur la vérité des lois de la nature. Donc dans la nature, qu'est-ce qu'on fait? On commence à se mettre déjà isolé du monde. Alors cet isolement va entraîner un silence extérieur qui va devenir un silence intérieur. Et le but, c'est d'arriver à ce que la nature reflète notre intériorité et vice-versa. C'est-à-dire peu à peu apprendre à connaître notre nature, voir qu'en fait, elle n'est pas très différente de la nature extérieure. Et puis après, il y a les conditions de vie dans la nature qui font qu'on apprend énormément. C'est un lieu, finalement, où on peut particulièrement développer, par exemple, l'attention. L'attention. Est-ce que vous avez des exemples? Ah oui, l'attention, c'est très important. Quand on vit dans la forêt, déjà, il faut savoir que les moines marchent pratiquement soit pieds nus, soit avec de simples sandales. Et donc, il faut déjà savoir où on pose les pieds. Mais il y a aussi l'attitude face aux animaux sauvages. Alors, j'ai une anecdote très jolie. Un moine raconte qu'un jour, ils se sont trouvés face à un éléphant. Un éléphant qui leur bloquait le passage au milieu de la forêt. Et puis, donc, ils savent qu'avec certains animaux, il faut rester complètement immobile. Avec un éléphant, c'est différent. On compte sur son intelligence et on lui parle. Et donc, ils ont dit « Grand frère, éléphant, veux-tu nous laisser passer ?» Et l'éléphant, très nerveux, avec les oreilles qui bougeaient comme ça, s'est écarté lentement. Et finalement, ils ont pu passer. Merci, grand frère. Et ils ont continué leur chemin. Donc cette attention de ne pas céder à la peur, ne pas être juste vigilant et avoir l'attitude juste dans la situation. Pourquoi est-ce qu'un moine décide de vivre en forêt, justement, vivre en tudong, comme on dit? Je veux dire, il y a 3 étapes dans la vie du moine tudong. Il peut y avoir le jeune homme, le jeune moine qui, peut-être avec 1 ou 2 amis, recherche un grand maître. Ils ont entendu dire qu'il y a un grand maître dans la forêt et ils traversent forêt, montagne, jusqu'à ce qu'ils le rencontrent. Il y a d'autres qui se lancent ou qui continuent ce travail en présence du maître. Donc là, le maître va avoir un petit groupe d'élèves, de disciples, qui l'emmènent dans des lieux qui sont favorables à la pratique de la méditation. Et puis, il y a celui qui a trouvé l'enseignement du maître suffisamment valable pour lui pour partir ensuite en solitaire. Et donc, il va chercher une grotte, etc. Donc, c'est un autre mode de vie, chacun en solitaire, en groupe ou à la recherche d'un maître. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le quotidien de ce moine qui vit comme ça dans la forêt? Oui, alors ils ont une vie très simple. Ce sont des moines qui renoncent à tous les conforts, ça c'est clair. Mais c'est vraiment... Par exemple, au niveau des vêtements, ils ont juste un ensemble de vêtements. Et par contre, ils ont du fil et une aiguille. Et donc, ils vont rapiécer avec des vieux lambeaux qu'ils vont trouver, ils vont rapiécer leurs vêtements pour qu'ils tiennent le plus longtemps possible. Ils ont comme attirail, ils ont une bouilloire. Donc, ils vont arriver au bord d'un cours d'eau. Il va falloir bouillir cette eau parce qu'ils n'ont que ça pour être sûrs de ne pas tomber malade. Ils ont aussi un grand parapluie et une moustiquaire, sachant que quand le moustique est déjà passé sous la moustiquaire, on peut encore avoir des problèmes. Et puis, ils ont leur bol. Alors, le bol, c'est vraiment très important puisque c'est ce qui va leur permettre d'aller quémander leur nourriture dans les villages. Oui, parce qu'on est dans une tradition de l'aumône, finalement. Oui, alors le Bouddha a vraiment imposé cette règle aux moines de forêt, enfin aux moines, à son époque, ils étaient tous des moines des forêts, un échange entre la nourriture spirituelle et la nourriture matérielle. Donc, les moines s'approchent d'un village, les villageois
non seulement leur donne de la nourriture, mais ils les regardent vivre. Et ils ont ce respect de la vertu de ces moines, qui sont très silencieux, très sereins. Ils ont envie d'en savoir plus parce qu'ils mènent une vie difficile, une vie de labeur quotidien. Et donc, ils savent qu'ils peuvent aller vers les moines, qui sont en général juste à la lisière de la forêt du village, et ils peuvent aller demander des enseignements. Si vraiment c'est un village difficile, les moines vont eux-mêmes arriver le soir et proposer des enseignements. Et puis les populations évoluent et changent au contact de cette vertu qu'ils transmettent. Donc c'est à la fois une dépendance vis-à-vis des laïcs pour les moines, mais en même temps c'est cet échange qui est indispensable à la transmission du Dhamma. Exactement, pour la transmission du Dhamma. Et pour les moines, c'est aussi... le Bouddha a voulu s'assurer qu'il ne s'enferme pas dans une spiritualité artificielle, parce qu'on ne médite pas pour méditer, on médite pour être une autre personne et pour pouvoir transmettre aux autres. Donc cet échange était indispensable. Alors on a parlé de l'isolement, du silence, qui n'est pas forcément un silence comme on le croit dans la forêt, j'imagine. Vaincre ses peurs, quelles sont les autres qualités finalement qu'on peut développer dans la forêt? Il faut vraiment vouloir y arriver parce qu'on renonce à tellement de choses. On renonce à toutes les possibilités de confort que la société nous offre. On renonce à choisir sa nourriture, à choisir ses vêtements, etc. Et donc il faut une détermination qui signifie au départ une confiance immense dans l'enseignement du Bouddha. Et ça va nous donner du courage, de la détermination pour poursuivre. Mais il y a un danger. Le danger, c'est qu'avec tant de détermination, on peut développer le moi, la volonté. Et ça, ce n'est pas l'effort juste. Et donc, à ce moment-là, le dernier travail, ça va être le lâcher-prise. C'est aussi, on parle d'ascèse, mais finalement, ce n'est pas ce que l'on recherche particulièrement. Alors. Non, le Bouddha avait été ascète pendant quelque temps. Et il a dit c'est un extrême qu'il ne faut pas suivre. Il a aussi été prince, c'est un autre extrême qu'il ne faut pas suivre. Trop de confort, ça n'aide pas. Mais le juste milieu, c'est une vie où ce sont des pratiques qui permettent surtout aux moines qui avaient le plus de difficultés, qui permettent de recentrer leurs pratiques. S'ils ont par exemple des tendances à trop manger, ils vont faire qu'un repas par jour. Des tendances à trop dormir, ils vont dormir assis. Voilà, ce sont des pratiques qui sont spécifiquement pour lutter contre nos difficultés particulières. Finalement, c'est une tradition qui permet d'acquérir toutes les vertus nécessaires à l'avancement sur le chemin de l'éveil et sur l'octuple sentier. Alors, l'octuple sentier, effectivement, a 3 axes. La moralité, la vertu, donc là, on est dans une situation de vie où les moines s'entraident énormément, donc ils peuvent avoir que de la bonté les uns vis-à-vis des autres. Et la seconde, c'est la méditation qui implique la concentration. Alors sur la concentration, quand on se trouve dans une grotte par exemple, face à un tigre, alors on est bien tranquille en train de méditer dans une grotte, et puis un tigre revient de sa chasse, on sent l'odeur du sang, et puis on dit bon, il a mangé, mais il va falloir rester très, très paisible, très concentré. Et des fois la peur arrive à un tel degré qu'en fait ça renforce énormément la concentration. On a beaucoup d'exemples de moines de forêt qui parlent de ces situations-là. Reste ensuite la pensée juste, pensée bienveillante, et puis la compréhension juste, qui est le bout du chemin, la sagesse. Et l'éveil, si tout va bien. Merci beaucoup, Jeanne Chut. On va donc vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de l'émission consacrée à la tradition de la forêt. Donc, en 2020, nous allons nous retrouver. Oui, alors justement, avant la fin de l'émission, j'aimerais souhaiter une bonne fin d'année à tout le monde, mais également souhaiter beaucoup de bonheur, et ce que j'appelle le bonheur qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Un bonheur qui soit cultivé à l'intérieur pour que, quelles que soient les circonstances extérieures, on puisse y faire face. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, voici quelques livres en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, La tradition de la forêt, histoire et enseignement des grands maîtres du bouddhisme Theravada, de notre invitée Jeanne Chut, édition Sully. C'est donc le seul livre aujourd'hui entièrement consacré à cette fascinante tradition dont la devise pourrait être « Simplicité et lâcher prise ». Être ce qui est par Ajahn Chah, traduit par Jeanne Chut, chez le Prunier Sully. Et puis les 8 marches vers le bonheur de Bhante Enepola Gunaratana, chez Albin Michel. C'est donc la fin de cette première partie d'émission consacrée à la tradition de la forêt. À revoir en replay sur France TV. Nous vous retrouverons avec plaisir la semaine prochaine en 2020. D'ici là, toute l'équipe de Sagesse Bouddhiste se joint à moi pour vous souhaiter une très heureuse fin d'année. Merci.